Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode du Mac du GAM, votre rendez-vous mensuel de l'actualité du marketing, des médias, de la publicité et du digital au Maroc et à l'international. Le Mac du GAM, ce sont des thématiques qui vous intéressent, discutées par des experts connus et reconnus, des chiffres clés de l'industrie, des success stories et des benchmarks. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur la chaîne YouTube du GAM afin de ne rater aucune nouveauté. Pour l'instant, les chiffres clés du secteur. À la mi-février, les investissements publicitaires ont frôlé le milliard de dirhams en augmentation de 6% par rapport à l'année dernière. Dans les détails, Ipsos confirme que les télécommunications viennent en tête des secteurs investisseurs avec 166 millions de dirhams. Les institutions financières viennent en deuxième position avec une augmentation significative de plus 122%, frôlant les 100 millions de dirhams. Le secteur des divertissements et des loisirs est lui en baisse significative, moins 48% à 49 millions de dirhams. Enfin, le secteur automobile est en hausse significative, plus 78% à 49 millions de dirhams également, et on voit que le digital est en maintien par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est des audiences télé, nous sommes à 3h45 minutes d'écoute moyenne individuelle, en stabilité par rapport à l'année dernière. Toujours selon les chiffres du SIOMED, les feuilletons viennent en tête avec Jeli Toujeli sur le Oula et le Wa'd sur deuxième. Les autres programmes tels que Ahsan Pâtissier ou encore Stand-up cumulent respectivement 50 et 43% de part d'audience. La dernière étude d'Intermétrie fait ressortir que plus de 72% des foyers disposent de plus d'un téléviseur. L'équipement en smartphone est stable à 92,5% et l'équipement en ligne fixe est en baisse à 15,7%. Les audiences radio, quant à elles, restent à un niveau stable, à peu près 53% à fin 2022. Pour ce qui est du baromètre de la consommation de Kantar, nous observons une augmentation légère des dépenses FMCJ, malgré une baisse de la consommation des produits achetés et une baisse de la fréquentation des magasins. C'était tout pour les chiffres du GAM. Passons à présent à la deuxième rubrique de notre émission, le débat du GAM. La marque globale, cette intersection entre les trois dimensions de la marque, employeur, commercial et corporate. Avec la digitalisation, ces trois dimensions se retrouvent dans la même intersection. Des publics différents reçoivent les mêmes messages. Comment les professionnels gèrent ce challenge? Avant d'accueillir mes invités, vidéo. L'image de marque d'une entreprise est essentielle. Mais il existe plusieurs marques qui s'adressent à des cibles différentes et qui se complètent pour constituer l'image globale de l'entreprise. Il y a la marque employeur qui s'adresse aux employés actuels et futurs, basée sur les valeurs, la culture et les avantages que propose l'entreprise. Une marque employeur forte permet d'attirer les meilleurs talents et constitue alors un avantage concurrentiel. La marque corporate qui représente l'identité de l'entreprise à travers sa vision et ses missions. Elle doit laisser une impression positive et forte dans l'esprit des clients et des partenaires. Enfin, la marque commerciale qui fait référence aux produits et aux services de l'entreprise, c'est elle que les clients apprécient dans leur acte d'achat. Les synergies entre les images de marques employeur, corporate et commerciale sont fondamentales pour renforcer la puissance de l'image d'une entreprise. On parle alors de marque globale. Les dirigeants d'entreprise en ont-ils suffisamment conscience? Comment redéfinit-elle la gouvernance des entreprises? C'est pour répondre à ces questions que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nadia Benbeten. Tu es Chief Brand and Engagement Officer Groupe Intelsia. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu présente. J'ai également à mes côtés Hind Khatir, directrice de la communication de la Société Générale Maroc. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Je commence par toi, Nadia. Une belle expérience sur un gros chantier de repositionnement de la marque Intelsia. Vous parlez du One Intelsia, c'est bien cela? Est-ce que tu peux nous donner un peu de background sur ce chantier-là? Alors, le One Intelsia, grand sujet. Intelsia est une entreprise qui a démarré il y a une vingtaine d'années à 200 personnes, mais on ne va pas remonter aussi loin. Mais en 2012 déjà, on était à peu près 2000 personnes. On était sur 2 pays, en France et au Maroc. Et il y avait déjà une vision de faire d'Intelsia un acteur régional leader sur la relation client, sur le marché francophone. Donc, il a fallu travailler sur la marque. Et donc déjà, Intelsia, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise qui a été créée, mais qui s'est développée
développé aussi en organique grâce à la confiance des clients, mais aussi en intégrant d'autres entreprises, en France, au Maroc. Par acquisition, exactement. Et donc, quand vous avez plusieurs acquisitions, vous avez forcément c'est d'abord des personnes, c'est au-delà de l'entité juridique, de la finance, etc., qu'on intègre et des process, ce sont des personnes, et des personnes qui viennent avec leur propre identité et l'identité qu'ils ont vécue au sein des entreprises où ils étaient auparavant. Tout à fait. Et donc, il a fallu faire tout ce travail de construction de la marque pour accompagner les premières années de développement de l'entreprise, de 2012 jusqu'en 2018. Et puis, d'un acteur régional leader sur le marché francophone, Intelsia a voulu se positionner comme un acteur global mondial. Et donc, qui dit acteur global mondial, c'est de nouvelles géographies, c'est de nouvelles langues, c'est de nouveaux métiers. Et très tôt, la vision d'Intelsia était de se dire, est-ce qu'on a envie de créer des additions d'entreprises? Donc, à chaque fois que je rachète une entreprise, je la mets dans cette case, et puis j'en achète une autre, et je continue à faire croître l'ancienne, etc. Et ça me fait des additions d'entreprises, où j'ai vraiment envie de créer quelque chose une vraie aventure commune. Et donc, une promesse d'expérience, souvent on parle d'une marque comme étant une promesse d'expérience unique, que ce soit pour le collaborateur ou le client. Pour les clients. Effectivement. Et donc, le choix a été fait très tôt de se dire, on a envie de construire une seule aventure, et qui est en fait ce One Intelsia. Et qui dit One Intelsia, c'est évidemment, ça passe par des process qui sont communs, par une organisation, etc. Mais j'ai envie de dire, un peu comme l'être humain, il y a la carcasse, il y a la manière de fonctionner, et puis il y a le cœur, il y a l'âme. Et la marque, c'est un peu l'âme et le cœur d'une entreprise. Et finalement, ce qui crée du lien entre les gens, c'est ce socle commun, c'est cette identité commune, c'est la culture d'entreprise. Et c'est pour ça qu'en 2018 et 2019, on a travaillé sur le repositionnement de la marque pour avoir une identité qui va parler aux personnes qui étaient au Maroc, en France, en Afrique subsaharienne, au Portugal, et ensuite aux géographies où on voulait s'installer plus tard, en Espagne, aux États-Unis, etc. Et donc c'est de là qu'est né ce chantier de culture, de marque et de culture de marque, pour pouvoir concrétiser le One Intelsia. Et le One Intelsia, c'est d'avoir, j'ai envie de dire, ce qui est le plus fort finalement, c'est des valeurs qui sont communes et une culture qui sont communes, un référentiel qui soit commun. Nadia, tu as dit il y a une vingtaine d'années, 200 personnes, 2012, 2000 personnes. Aujourd'hui, Intelsia, c'est quelle dimension? Alors aujourd'hui, Intelsia, c'est 40 000 personnes. 40 000 personnes. C'est 17 pays. D'accord. C'est 4 régions différentes et voilà, je veux dire, où ça a démarré, l'aventure a démarré à Casablanca. Aujourd'hui, Intelsia, aujourd'hui même, moi je n'y suis pas mais une partie de l'équipe est en Égypte pour faire le welcoming de nouveaux collaborateurs au Caire et demain en Alexandrie. On a fait dernièrement la Jamaïque, il y a la Colombie, il y a l'Espagne, le Portugal, la République dominicaine, les États-Unis, et puis voilà. En tout cas, une belle success story marocaine qui s'internationalise. Je reviendrai sur ces éléments, mais ce qu'on retient déjà dans ce que tu nous dis, Nadia, c'est l'importance d'avoir cette culture de marque de One Intelsia, qui a été imposée quelque part par le modèle de croissance et aussi par cette croissance très rapide finalement, parce que je ne sais pas si tout le monde réalise, mais passer de 200 à 2000 à 40 000 collaborateurs en 2 décennies, ça a demandé certainement des éléments d'invariants en termes de culture, de modèle de leadership, j'imagine, sur lesquels il y a des interactions. Donc je reviendrai sur le sujet. Je voudrais me retourner vers toi, Hind, pour aussi que tu partages avec nous une belle expérience que la Société Générale et donc toi-même, tes équipes avaient eu l'occasion de piloter, en tout cas contribuer. C'était un changement de signature. Il y a de cela 4-5 ans, c'est bien cela? En 2018, fin 2018, début 2019. D'accord. On a des points communs. De tous les chantiers. Exactement, il n'y a pas de hasard. Donc, pour notre prochaine émission, on invitera les gens de 2020-2021. Donc 2018-2019. Tout à fait. Société Générale décide d'adopter une nouvelle signature. Absolument, absolument. Donc Société Généralement, on décide d'adopter une nouvelle signature. D'accord. Et ce qui est très singulier dans ce projet, c'est que c'était un projet qui a été travaillé avec l'ensemble des filiales du groupe pour que cette signature soit adaptée au contexte culture de chaque filiale. Parfait. Et on a pris un peu
1 année et demie à travailler sur le chantier en centrale pour sortir la signature C'est vous l'avenir, The Future is You, Antoum al-Mustaqbal. Antoum al-Mustaqbal. Et c'est une promesse de marque qui est complètement différente, qui vient pour être un peu dans l'air du temps, accompagner l'évolution des besoins des clients aujourd'hui et qui donne à la marque une nouvelle mission, celle de donner à tous et à toutes et à tous les moyens pour agir pour leur avenir. C'est une posture dans laquelle la marque, elle se met derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, on était sur la main dans la main, on était ensemble. Et là, on est derrière, on pousse nos clients vers leur avenir. J'ai envie de t'interpeller, tu dis on pousse nos clients. Moi, Antoum al-Mustaqbal, je l'entends également comme une promesse pour les collaborateurs. Est-ce que ça a été pensé aussi dans ce sens? Absolument. Parce qu'en dehors de, bien évidemment, si on veut transcender cet aspect-là, pour gagner en conviction et gagner en légitimité et que ce message puisse être crédible vis-à-vis de l'extérieur, toute cette campagne, elle a démarré de l'intérieur. Et d'ailleurs, le lancement de la signature s'est fait à l'intérieur. On a lancé 3 mois que du lancement interne au niveau des collaborateurs et on a encouragé les collaborateurs à communiquer sur le ressenti même vers l'extérieur. Et c'est 3 mois après qu'on a annoncé en campagne officielle la nouvelle signature, etc. Donc même la démarche, elle était beaucoup plus, même au niveau du groupe, et ça s'est un peu généralisé sur l'ensemble des filiales, même au niveau du groupe, on a choisi de commencer. Donc nos ambassadeurs, nos stars, c'était les collaborateurs. Et ce sont eux qui ont fait, à travers une démarche complètement informelle, et c'était volontaire, le lancement de la nouvelle signature Antoum al-Mustaqbal. Parce que c'est eux, d'abord, l'avenir. Arriver à cette conviction, c'est un levier qu'on a activé pour que ça puisse phosphorer sur l'extérieur et vis-à-vis de nos clients également. Très bien, donc pas un travail de repositionnement de marque, mais une nouvelle signature qui encapsule finalement cette nouvelle promesse. Absolument. Et encore une fois, la nécessité d'intégrer aussi bien les acteurs internes que les acteurs externes, pour qu'ils se sentent finalement concernés par cette nouvelle promesse de marque. Antoum al-Mustaqbal, un collaborateur, ça veut dire que la boîte souhaite investir en lui, en lui. Absolument. Et pour un client, et également, on est dans cette même réflexion. C'est exactement ça. Et donc, le chantier a été déployé, d'abord en interne et puis en externe. Tout à fait. Le chantier il a été déployé en interne. En tout cas, je vais reprendre le cas du Maroc particulièrement. C'était pas évident parce qu'on était sur une signature de marque Nafidek qui existait depuis 20 ans. Une posture, comme j'ai dit, c'est au-delà d'une simple signature, c'est une philosophie, c'est une posture qu'on demandait. Et maintenant, on demande d'aller sur une nouvelle posture. Donc, le collaborateur, que ça soit au niveau du siège ou au niveau du réseau, il avait créé tout un système de valeurs, il avait attribué tout un système de qualité à sa marque et à ses actions différents. Il fallait qu'on travaille avec la Société Générale Maroc, uniquement la banque. Elle compte 3200 collaborateurs. Tout le groupe Société Générale au Maroc avec les filiales, c'est un peu plus de 4000. Pour les gens qui ne connaissent pas très bien le groupe dans sa globalité, quand tu dis que la banque, donc ça veut dire qu'il y a d'autres filiales qui font d'autres métiers. Le groupe Société Générale, il compte 13 filiales au Maroc. Donc il y a l'institution financière, la banque, il y a le volet assurance qui est assuré par la Marocaine Vie, il y a le crédit par Ekdom, il y a le leasing par Sogélise, il y a ALD, toute la partie location longue durée de véhicules. C'est un global actor financier autour des différents services de façon transverse qui vise à accompagner aussi bien nos clients particuliers qu'entreprises. Et cette signature a concerné l'ensemble de ces filiales? Oui, l'ensemble des filiales. Très bien. Très bien. Donc là, peut-être une approche différente de celle d'Intelsia dans l'esprit et les choix, parce que finalement, on est dans la stratégie de marque. Donc on peut choisir d'avoir un portefeuille de marque qu'on gère à travers une promesse commune qui vient à travers la signature. Ou alors, l'exemple Intelsia, qui est plutôt sur, comme son nom l'indique, le One Intelsia, qui est un autre choix. Il n'y a pas lieu de les comparer, ce sont 2 manières de procéder. Mais je voudrais justement revenir par rapport à ce que dit Hind, ça m'interpelle. Comment vous vous y êtes pris en termes de mobilisation des acteurs internes d'abord, surtout qu'on est dans un métier où l'humain est au cœur finalement de votre activité, c'est bien cela, Nadia, et les liens avec la posture, les valeurs dont tu parlais, les valeurs de marque, mais également les valeurs en interne, j'imagine les modèles de leadership et ainsi de suite. Comment tout cela s'est articulé, Nadia? Alors évidemment, j'ai été interpellée parce que bon, je retrouve beaucoup de choses dans la démarche
de se dire il faut que ça parte de l'interne pour aller vers l'externe. Et je pense que pour le coup sur ça, je pense que c'est peut-être la manière de faire, c'est qu'il faut que ce soit porté par les ambassadeurs internes pour que ce soit crédible en externe. Alors la démarche, nous la problématique, elle n'était pas en termes on va dire de différentes filiales, mais plus en termes de pays, de culture, de personnes qui ont intégré, de pays qui ont rejoint l'aventure à différents moments. Et c'était extrêmement important pour nous de se dire, quand on va faire le reveal en fait de cette nouvelle identité, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Et donc pour ça, on a suivi une démarche de co-construction où concrètement, c'était plusieurs heures, des milliers d'heures de travail, de questionnement. Tu as une idée sur le volume que ça a pris, sur le nombre d'heures? Alors sur l'identité seule, c'était quasiment 2000 heures de travail. 2000 heures de travail. Et quelques carafes de café. J'imagine le nombre d'hectolitres de café qui ont été bu pour... Et c'était plusieurs interviews qui ont été conduites. On s'est assuré de pouvoir discuter avec les collaborateurs, qu'ils soient au niveau des opérations, qu'ils soient au niveau des fonctions de support, qu'ils soient dans des contributeurs individuels ou des managers, qu'ils soient directeurs, nouveaux, anciens. Mais on a aussi discuté avec les autres parties prenantes. Et la première, et j'ai envie de dire la plus critique pour le business avec les collaborateurs, ce sont les clients. Donc on a animé aussi un workshop avec les clients et on l'a fait sans notre présence. C'est-à-dire qu'on a laissé nos clients avec les partenaires qui nous ont accompagnés sur le design de la marque une après-midi à discuter de qu'est-ce que signifiait pour eux la marque Intelsia, est-ce que les valeurs leur parlaient actuelles, comment est-ce qu'ils voyaient le métier futur d'Intelsia pour les accompagner. Donc finalement, si on veut donner une promesse, autant demander à la personne à qui on veut promettre. C'est qu'est-ce qu'ils attendaient en fait comme promesse client, comme ce qu'on a fait pour les collaborateurs. Et donc finalement, quand on a fait le reveal de l'identité de marque, alors évidemment on a parlé de valeurs, on a parlé d'attitude, on a parlé de récit de marque, de qui on était, de qui on n'était pas, mais ça a commencé aussi par le sens. Finalement, de définir quel est le why en fait de notre marque, quel est le sens, parce que finalement c'est le sens qui va permettre de faire bouger une entreprise de 40 000 personnes vers les mêmes objectifs. Tout à fait. Et donc une fois qu'on a fait ce travail-là, qu'on l'a reveal, on s'est dit ok, maintenant que ça c'est écrit, on l'a même formalisé dans un brand book qui a été... C'est ce que tu as là en tes mains ? Ouais, c'est le brand book d'Intelsia qui reprend le why, les récits de marque, les attitudes, etc. Ah, d'accord, tout est formalisé finalement. C'est important, c'est-à-dire que quand on est quelques milliers, grâce à la proximité, on peut faire passer un certain nombre de choses. Quand on doit pouvoir collaborer avec différentes régions, etc., il faut qu'il y ait des choses écrites. Formalisé pour que tout le monde se réfère à la même compréhension de ce que le sens de la marque est. J'ai un peu feuilleté, je vois vous rentrez dans les valeurs, les sous-valeurs, les postures, ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas. Comment est-ce qu'on agit, etc. Et au-delà de ça, on s'est dit, en fait, maintenant qu'on a défini ça, que tout le monde a bien compris que nos valeurs, c'est le We Dream, We Care, We Do, qu'ils comprennent en fait le sens global. Mais We Dream, We Care, We Do. 3 valeurs. Oui. Et le We Care avant le We Do. D'accord. Et une fois qu'on a écrit ça, on se dit, il ne faut pas que ce soit juste des intentions ou des jolis mots un peu sexy, parce qu'en plus anglais, etc. Oui. C'est comment est-ce qu'on fait vivre ça concrètement et comment est-ce qu'on fait en sorte que le We Dream, We Care, We Do, en discutant avec un collègue, qu'il soit au Cameroun ou à Medellin ou à Kingston ou ailleurs, on puisse le ressentir. Et tout simplement, il faut qu'ils le vivent au jour le jour. Et comment est-ce qu'on fait pour faire vivre ça au jour le jour ? On doit l'injecter dans les systèmes. Donc concrètement, ce qu'on a fait avec mes collègues de la RH, c'est qu'on a pris ces valeurs et puis on les a transformées en modèle de leadership. Excellent. Quelles sont les compétences managériales qu'on attend des collaborateurs Intelsia
pour finalement réaliser cette promesse vis-à-vis des clients et des collaborateurs. Parce que je pense que le pire qui puisse arriver pour une marque qui se développe, pour une entreprise qui se développe, et donc une marque qui doit être sur plusieurs fronts, c'est d'avoir des dissonances. Parce que, et en plus, tu le disais en introduction, avec le digital, aujourd'hui, un collaborateur qui est en Égypte, il va voir ce qui se passe au Maroc grâce au digital. Tout à fait. Et puis, dans notre métier, pour les clients, on a des opérations pour un même client qui peuvent être réalisées dans plusieurs pays. Et donc, si on lui promet une certaine expérience, il faut qu'elle soit la même dans tous les pays. Et le meilleur moyen, on y revient, c'est pas l'affichage ou les systèmes, etc. C'est d'abord les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise, qui doivent incarner ces valeurs-là. Comment est-ce qu'on s'assure à ce que le message... Bon, je peux reprendre, Hind, s'il te plaît. Il y a un bouquin de référence, un brand book, qui est, j'imagine, disponible. Mais au-delà, est-ce qu'on s'attend à ce que tout le monde aille le prendre? Est-ce qu'il y a un système de relais qui est installé au niveau des pays, des sites aussi? Parce que tu as parlé tout à l'heure de 17 pays, si j'ai bien retenu. Exactement. Mais j'imagine le nombre de sites est beaucoup plus important. Oui, on a 85 sites. 85 sites. Comment est-ce qu'on s'assure que chaque collaborateur incarne les valeurs de la marque, le modèle de leadership partout dans ces 85 sites? Alors, il y a, encore une fois, ça passe par l'humain. Donc, on a eu une première dimension, ce sont les ambassadeurs. Donc, la première des choses, c'est qu'on a identifié un peu plus de 80 ambassadeurs qui sont tous venus au Maroc, qui ont suivi une formation sur la marque, déjà sur qu'est-ce que c'est une marque, parce qu'évidemment, la marque ne peut pas être portée que par les gens qui travaillent sur la marque. Exactement. La marque appartient à toute l'entreprise et elle est portée par l'ensemble. Et donc, on a pris des ambassadeurs qui sont dans les opérations, dans la formation, etc. Et on les a formés, on les a accompagnés, on les a outillés pour qu'eux, ils puissent aussi relayer le discours de la marque. Et le deuxième volet, donc j'ai commencé à dire le modèle de leadership, une fois qu'on a défini le modèle de leadership, on a créé ce qu'on appelait une initiative qu'on a appelée le Brand Culture Tour. Avec les collègues de la RH, et on a construit une journée de formation avec des exercices pratiques, avec un petit peu de théorie pour expliquer ce que c'est une marque, ce que c'est le modèle de leadership, etc. Mais beaucoup d'exercices pratiques pour que tous les managers d'Intelsia puissent passer par cette formation-là. Et donc, à date, on a 4500 managers qui ont suivi cette formation, à peu près 300 workshops. La formation a été localisée dans toutes les langues. Voilà. Donc, évidemment, on a commencé par du train the trainer, parce que, encore une fois, le but, c'est d'empower les régions et les pays à être autonomes sur ces sujets et qu'ils se les approprient. Et aujourd'hui, on est en train de passer à la deuxième phase. Toute cette journée a été condensée dans un e-learning qui va être suivi par l'ensemble des collaborateurs. L'objectif, c'est 100%. 100% des collaborateurs. C'est aussi intégré au niveau de l'intégration. D'accord. Donc ça, c'est j'ai envie de dire, pour l'awareness et la familiarisation avec la marque. Et puis ensuite, pour continuer à faire vivre ça, on l'injecte dans le rendez-vous annuel d'évaluation. Donc aujourd'hui, quand on fait une évaluation avec son manager, on est questionné, on discute des objectifs et des réalisations, mais aussi on regarde les valeurs et le modèle de leadership. Excellent. Et le bonus, il est indexé et sur la performance et sur l'adhésion et comment est-ce qu'on s'est approprié le modèle de leadership et les valeurs. Donc voilà, moi ce que je retiens essentiellement, c'est qu'il y a un vrai travail entre l'équipe de la marque. On reviendra sur cette évolution organisationnelle parce que il me semble savoir qu'avant c'était une direction marketing et communication un peu classique qui a évolué vers cette notion de marque et qui du coup travaille avec les RH pour ensemble, finalement, faire vivre ces dimensions de cette marque globale qui est un peu le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Tout à fait. Les RH sont le premier partenaire, mais pas que. Tout le monde est embarqué, etc., tout le monde est embarqué dans... Justement, ça me permet de revenir vers Hind par rapport à l'expérience de la Société Générale et cette importance d'accorder les violons entre les différentes parties prenantes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Accorder le violon, aligner les planètes, c'est quelque chose qui était partie prenante de la stratégie communication Société Générale depuis 2018.
Et on a bien sûr, on a été tenu de procéder ainsi. On ne pouvait pas faire autrement parce que, comme disait Nadia tout à l'heure, si on ne traite pas le fond, quand on est malade, si on ne fait pas un traitement de fond, on ne va pas pouvoir être bon. On peut make-upper, on peut se donner de l'éclat, mais ça reste très, très éphémère. Si on ne traite pas ce qu'il y a à l'intérieur, la première chose, comme j'ai dit, Antoum Mustaqbal a fait lieu, elle a donné naissance à une stratégie ou un plan de transformation qu'on a appelé Antoum 2019-2021 et donc Avenir 2019-2021. Et donc ce plan-là, il a concerné un ensemble de leviers de l'entreprise, le collaborateur, le client, le partenaire et donc aussi l'agilité, toute la partie projet, comment on conduit nos projets, comment on doit préparer aujourd'hui, l'avenir, donc la banque de demain. Et donc, c'était, en dehors d'une signature ou d'une simple promesse de marque, l'occasion d'une remise en question totale et absolue. Bien évidemment, le collaborateur étant au centre, parce que c'est lui le levier de l'ensemble de ces actions-là. Comme j'ai dit, il fallait absolument qu'on crée l'adhésion. Quelques challenges, parmi les challenges d'un groupe financier ou de tous les groupes qui ont des réseaux, il y a le siège dans lequel il y a beaucoup plus de proximité managériale, il y a beaucoup plus, l'adhésion elle est beaucoup plus simple. Il y a le réseau, parce qu'on compte plus de 4... Les agences bancaires, on compte 400 agences aujourd'hui. C'est des postures, c'est des engagements, c'est des nouvelles valeurs qu'il va falloir qu'on transmette. Qui sont en front-line aussi avec le client final. Et qui sont en front-line avec le client, et c'était le plus urgent. Donc on a démarré déjà par un roadshow. D'accord. Un roadshow qui a été porté par les premiers ambassadeurs de la marque, qui étaient les membres du directoire Société Générale, donc le PDG et les ensembles nos DG, et qui sont partis donc en roadshow qui a duré un mois. Ils étaient sur le terrain pour transmettre ces nouvelles valeurs, échanger, discuter, expliquer en quoi ça allait changer notre posture et en quoi ça doit changer notre discours client. Cette proximité était très importante pour nous parce que il fallait qu'on ait ces interactions, il fallait qu'on regarde nos collègues les yeux dans les yeux pour voir s'ils ont bien compris et s'il y a des questionnements, s'il y a des inquiétudes, s'il y a des choses. Et avec ça, il y a eu toutes des remontées. Donc avant les roadshows, il y avait des entretiens. Après les roadshows, il y a des entretiens, les questionnaires, etc. Donc c'était un travail de fond qui était bien préparé. Et après, il fallait assurer la continuité. Donc la continuité, c'est de dire, OK, très bien, ces gens-là, comment je vais continuer à interagir avec eux en dehors du fait que je vais mettre en place ce qu'on a appelé, nous, c'est loin d'être aussi bien élaboré que le book, mais c'est un manifesto de la marque. Comment ces gens-là, ils vont digérer, ils vont apprendre ce manifesto, et ça va faire partie de leur ADN. Et quand ils se réveillent tous les jours, moi, j'adhère complètement au fait de dire le sens. Le sens, quand je viens travailler aujourd'hui, c'est quoi le sens de ce que je fais? Moi, en tant que banquier, vous imaginez si j'intègre le sens de je suis là, je suis banquier, et je viens tous les jours quand j'ouvre l'agence, c'est pour donner aux gens les moyens d'agir sur l'avenir. Quelle noble mission! C'est extraordinaire. Si on arrive à ce que les gens intègrent ça, c'est magnifique. Et aussi bien pour eux que pour le client. Et donc l'idée, c'était de travailler sur un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de continuer l'histoire. Parce que vous savez, quand on veut faire incarner quelque chose, l'accoutumance, elle a besoin de répétition. Tout à fait. D'accord. On peut faire l'événement le plus décalé, on peut faire les programmes les plus originaux. Si on n'est pas dans la continuité, dans la stabilité, si on n'est pas dans la persévérance, le changement de comportement ne vient pas. Tout à fait. Ça, c'est scientifique. Alors, comment vous êtes organisé justement, Hind, pour faire tout ça? Est-ce que ça a été pensé au niveau de ta direction? C'est un travail où vous êtes fait accompagner? Il y a une réflexion qui... Vous avez associé un peu, comme nous disait Nadia, les autres métiers dans cette réflexion? Oui, tout à fait. On a travaillé en stream. Donc, les streams étaient l'idée par le directoire directement. Et on était en stream. Le sponsorship était fait au niveau du top management. Absolument. Parce que les enjeux sont importants. Absolument. Et donc, et les streams étaient composés de RH, des délégations régionales, parce qu'on a un système comme délégation régionale qui est très bien établi. Et donc, toute la partie délégation régionale, qui eux-mêmes, ils ont un délégué régional, des RH et tout. Donc, tout un système un peu particulier par région. On compte 5 régions au Maroc. Et on a travaillé par système pilote. D'abord, une première région, deuxième région, troisième région, puis une clôture globale. Et maintenant, on continue donc à... Et tout ça avec un pilotage au niveau du... Bien évidemment, tout ça avec un pilotage au niveau de la direction de la communication.
communication. Donc, travailler sur les messages, les bons messages, la tonalité. Deuxièmement, travailler sur les outils. C'est des gens, que ce soit en centrale ou bien au niveau du réseau, franchement, recevoir un mail, assister à des événements tout le temps, etc., c'est bien. Mais l'idée, c'est de créer quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Donc, on est parti chercher à mettre en place ce qu'on appelait les plateformes Antoum. Les plateformes, parce que l'initiative, c'est Antoum Mustaqbal. Donc, Mustaqbal, maintenant, Antoum, vous. Derrière le Mustaqbal, il y a Antoum. Et donc, on a créé toute une plateforme Antoum. Dans la plateforme Antoum, on a mis une plateforme une plateforme d'information. Donc, on a commencé par mettre en place une plateforme interactive dans laquelle on met toute l'information en temps réel, de façon très transparente, claire, concise. On a changé la tonalité de communication de façon assez digeste. On a mis dans cette plateforme de la vidéo, de l'interview, du tournage, toutes les manières ludiques et possibles pour qu'une personne puisse accéder à l'information et puisse la lier. Et on a essayé de la lier au fur et à mesure avec la marque, les valeurs de la marque, la signature, la promesse. D'ailleurs, c'est une plateforme qui compte aujourd'hui. On l'a lancée depuis 2018. Fin 2018, début 2019. Alors, on est passé en termes de nombre de visites, de 4 000 visites à 73 000 visites. Après, une fois que cette plateforme a commencé à vivre, à être identifiable, on a lancé la radio d'entreprise. D'accord. Donc, on a lancé la radio il y a 1 an et demi, qui fonctionne aussi très, très bien parce que on commençait. Alors, ce qui est sympa dans la plateforme, c'est qu'au fur et à mesure, ça nous permet de lancer des sondages, des questionnaires, etc. En parallèle, on est soit sur du questionnaire pour comprendre, pour nous assurer que toute notre public cible a bien compris les fondamentaux et ce qu'on est en train de faire et qu'il réussit à les lier avec notre promesse et avec la posture de notre marque de manière générale, mais aussi pour savoir de quoi ils ont envie. Parce qu'on a aussi envie de mettre un peu, de les écouter, de dire comment ils ont envie de recevoir cette information et tout. Et donc, on est passé à la radio parce qu'on s'est dit que quand on écoute, ça pourrait être aussi beaucoup plus digeste, surtout pour en agence ou pour des personnes qui sont très occupées et qui n'arrivent pas à concrétiser les 9 minutes et qui considèrent peut-être même les 9 minutes pas suffisants pour tout. Même si on se lance le challenge dans les 3 premières phrases, le collaborateur doit avoir l'information. Et on met, ce qui est sympa dans la plateforme, c'est qu'on met les hashtags et on les lit. Et que le collaborateur aussi, il peut interagir, comme sur un réseau social. Il peut liker, il peut disliker, il peut poser des questions. Et c'est comme un vlog aussi, donc ça ouvre déjà la discussion et l'interaction entre les collègues. Et ça alimente les débats de façon très agréable. Donc on est passé à la radio avec une vraie radio. On a choisi que ce ne soit pas une radio de podcast, mais que ce soit une radio des flux, avec toute une programmation, avec des JT, de la programmation qui concerne directement ce que fait la banque aujourd'hui, plus de la programmation purement ludique, parce qu'on a voulu aussi donner quand même quelques des raisons pour que les gens écoutent et restent sur la radio. Ça. Donc on a de la nutrition, on a de l'éducation, on ramène des experts, on ramène des médecins, on a des programmations sur des périodes données, la rentrée scolaire, la préparation du ramadan, si on est sur des périodes de stress. Et donc la radio nous permet de lancer, de faire des grands lancements aussi, de façon très démocratique et très agréable, parce qu'on peut aussi faire des lancements, on peut interviewer aussi des VP Group sur des sujets qui sont globaux, on peut inviter aussi des équipes qui ont travaillé sur des projets pour plus de commitment. Sur la radio, en 1 an et demi, on a fait plus 39% d'audience. Et on a un taux d'écoute moyen de 30 minutes. On a une moyenne de 6 minutes par émission. Ça fait qu'une personne chaque jour, un collaborateur ou un collègue, il écoute 5 émissions, 5 à 6 émissions, ce qui est extraordinaire. Donc ce que je retiens, Hind, une démarche intégrée, où on a utilisé notamment une plateforme, mais également d'autres outils, notamment la radio, pour augmenter l'interactivité. C'est piloté, qui a quand même un taux d'adoption très intéressant. Absolument. Et c'est ce qui permet de faire vivre finalement cette nouvelle signature qui est la nouvelle promesse de marque. Ça permet de la faire vivre et donner tous les arguments nécessaires pour continuer à la faire vivre aujourd'hui. Et à s'approprier. Alors justement, Nadia, j'imagine que quand je te voyais, quand Hind parlait, il y a des choses qui semblaient faire écho. J'imagine qu'il y a aussi des similitudes, mais également des choses spécifiques par rapport à comment vous êtes organisé en termes de process, de manière de faire, d'outillage.
de manière de prendre des décisions aussi par rapport au choix qui devait être fait par rapport à la marque pour réussir ce chantier-là? Tout à fait, parce que le challenge pour nous était... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail de repositionnement de la marque, il est arrivé aussi en même temps qu'un chantier de transformation organisationnelle de toute l'entreprise. D'accord. Et on est passé, on est passé d'une entreprise qui était monorégion, où en fait les équipes régionales faisaient aussi pas mal d'opérationnels sur les pays où se faisaient les opérations, etc. Mais ça fonctionnait plutôt bien parce qu'on était une seule région France avec quelques pays au Maroc, en France, en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien. Mais pour une clientèle qui est le marché français essentiellement. Et puis on est passé au marché portugais, marché espagnol et LATAM, et les US. D'accord. Et donc, clairement, on ne peut pas piloter les choses de la même manière. Tout à fait. Et donc, l'organisation a évolué pour se dire, aujourd'hui, on a besoin de fonctions corporate qui vont s'assurer de la cohérence, des guidelines, d'apporter le support, etc. Mais Hind a dit un mot qui pour moi est critique, c'est la proximité. On ne peut pas, je veux dire, faire des campagnes de recrutement qui sont pertinentes pour la Colombie à partir du Maroc. On ne peut pas gérer des clients aux US à partir du Maroc. Il faut de la proximité, à minima pour être pertinent dans ce qu'on fait. Le choix du contenu du message, la pertinence des canaux aussi qui vont être utilisés. Et puis on est dans un métier de relation, et donc il faut de la proximité. Et en plus, avec la taille, je veux dire, à moins de cloner les dirigeants et de cloner les équipes, etc., on ne peut pas s'en sortir. Donc le seul moyen, c'est d'avoir une organisation où il y a des équipes qui vont s'assurer de garder cette cohérence pour le fameux One Intelsia, mais avoir des régions qui sont complètement empowered, donc qui ont j'aime pas le mot décentralisation, parce que c'est pas la décentralisation, c'est vraiment donner les moyens pour que les régions... Alors justement, par rapport à ce que tu dis, Nadia, j'ai envie de t'interpeller par rapport à la marque. Comment est-ce qu'on s'assure de l'intégrité de la marque en allant vers la proximité et en s'assurant que finalement, tu me permets de l'exprimer tel que je le pense, mais chacun ne fait pas ce dont il a envie dans son coin. Sûr. Comment est-ce que tout cela reste cohérent ? Oui, et tu as complètement raison, parce qu'il y a une dimension qui paraît peut-être un peu subjective sur la marque. On a l'impression, parce qu'on a une idée sympa, etc., je peux changer et c'est pas grave, bon, c'est une idée sympa. Mais et ce qui fait la force d'une marque et des marques internationales qu'on connaît, c'est la totale cohérence qu'on retrouve. Voilà, c'est la consistance. Alors justement, comment on fait concrètement? Comment vous faites? Et donc, on s'est dit, avec ce changement d'entreprise, d'organisation de l'entreprise, avec cette nouvelle vision d'être un acteur mondial, etc., il faut qu'aussi, nous, qui gérons en fait la marque, on puisse se transformer. Et la première décision a été de se dire finalement quelle est notre vraie mission. En tant qu'équipe est garante de l'intégrité de la marque. Voilà. Et donc on s'est dit on continue évidemment à faire de la communication, bien sûr. mais on va aller on va plutôt se dire, en fait, notre vraie mission, c'est de faire continuer à faire vivre cette marque. D'accord. Et à travailler parce que finalement, nous, qu'est-ce qui est important pour réussir dans notre business? C'est de réussir à engager nos collaborateurs, à nous engager vis-à-vis des collaborateurs et vis-à-vis des clients, et à engager nos collaborateurs vis-à-vis de nos clients, et à nous engager vis-à-vis, finalement, des communautés, de l'environnement, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a la première décision a été de se dire il faut qu'on évolue de la communication vers quelque chose qu'on a défini par la suite comme étant marque et engagement. Maintenant concrètement comment on fait? Et donc là aussi rebelote, on s'est dit c'est quelque chose qu'on va réfléchir avec l'ensemble des pays. Donc on a lancé un chantier qu'on a appelé Brand Governance avec plusieurs streams. Donc un stream qui est lié déjà à l'organisation. Quelle est l'organisation idoine de cette équipe marque et engagement, et quelles sont les missions qu'elle doit avoir, quels sont les process qu'on doit mettre en place, quels sont les outils de pilotage qu'on doit mettre en place. Et déjà, je l'ai oublié, mais la première des choses, il fallait qu'on définisse comment est-ce qu'on voulait en fait que cette marque, elle soit gérée. Est-ce qu'on voulait rester dans un modèle où la marque, elle est complètement sacrée et personne n'a le droit de faire quoi que ce soit avec cette marque, à part l'équipe marque et engagement? C'est ça. Est-ce qu'on voulait laisser les gens faire absolument comme ils voulaient, avec le risque de perdre le One Intelsia?
quelque part, on se disait, One Intelsia, être complètement dans le contrôle, mais ça n'aurait pas été nous. Nous, on est dans la proximité, dans le être un peu friendly avec les gens, etc. Et donc, on s'est dit, en fait, on va définir un autre modèle qui est basé sur les communautés, où on se dit, il y a des éléments qui sont sacrés, où uniquement une communauté d'experts qui sont dans les équipes marquées et engagement peuvent toucher, jouer avec, etc. On a les gens qui pratiquent la marque et puis il y a les gens qui, finalement, des alliés qui peuvent eux aussi apporter amplifier, enrichir, relayer la marque. Donc qui est une approche, je me permets de le dire pour le rappeler, les niveaux de sacralité de la marque est un vrai sujet quand on parle de marque de manière générale, encore plus de marque globale, parce que les intervenants sont multiples et tout le monde ne peut pas accéder aux mêmes outils, au même niveau de flexibilité. Et donc, c'est un vrai sujet de réflexion, de design, de brand stewardship, finalement, qui s'occupe de quoi, pour s'assurer que les assets de la marque sont préservés avec la latitude qu'il faut avoir par moment. Et ça, je parlais tout à l'heure en introduction de la digitalisation, parce que quelque part, il y a beaucoup de marques d'ailleurs qui se sont prêtées à ce jeu-là, qui ont mis disponible leur logo en haute définition, les déclinaisons, ainsi de suite, pour que même les créateurs de contenu, les gens qui ont envie de s'amuser avec cette marque, au moins qu'ils le fassent avec les bons éléments. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental. Mais concrètement, comment les gens accèdent à ces... Ils vous demandent à chaque fois de leur envoyer les éléments? Non. Alors, je leur dis, moi, je crois que la pire des choses qui puissent m'arriver et aux équipes, et qui rendrait vraiment notre job, mais franchement, boring, c'est d'être un peu... je veux dire, on est là pour donner et pour autoriser ou pour contrôler et dire ça tu peux pas. Donc forcément il faut designer le process. Donc on a fait quasiment 19 workshops de design pour ce chantier de brand community, pour les outils, pour l'organisation, etc. Et après il faut mettre en place des outils de manière concrète. Donc on a un brand center dans lequel il y a tous les éléments dont tu viens parler. C'est une plateforme électronique. Tout le monde y a accès. Tout le monde y a accès, dans laquelle il y a les logos, les outils, les présentations, les machins, etc. On a aussi dernièrement travaillé sur une plateforme avec notre partenaire qui nous accompagne sur la marque depuis le début. Une plateforme où, parce qu'aujourd'hui, franchement, est-ce que pour créer une affiche, je veux dire, ma fille maintenant elle a 16 ans, 14 ans, mais je pense que même une fille de 5 ans peut créer une affiche si elle a des... garçon de 5 ans. Excuse-moi, mais bon, voilà, écoute, c'est là... On nous reproche des fois d'être dans l'excès du genre. Non, je le fais pour taquiner, j'en profite pour faire un petit coucou à mes enfants, ma fille et mes garçons. Voilà. Moi, j'ai un peu de tout. Une fille et un garçon peuvent s'amuser à créer des affiches, etc. Pour s'assurer qu'ils puissent le faire en toute, j'ai envie de dire, en prenant l'initiative, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient à chaque fois peur que quelqu'un leur tombe dessus, et qu'ils aient envie de le faire. Aujourd'hui, on a mis un outil où on a stocké toutes les initiatives, où on a mis les règles, on a mis, aussi un système de validation quand c'était des créations un workflow. Je peux proposer quelque chose et il y a un process. Voilà, quand ça devient un niveau de complexité où on va dire le risque sur l'image peut être important, ça passe par un workflow de validation. Et en fait, franchement, c'est génial parce qu'en parallèle, on a lancé un programme d'ambassadeurs externes sur LinkedIn. Et puis, on a commencé par les accompagner au début en les aidant à créer du contenu avant qu'ils se l'approprient. Et aujourd'hui, ils sont complètement autonomes parce que le but, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment de les laisser en fait dire ce qu'ils pensent réellement et vraiment, mais en même temps en ayant les outils, les outils qu'il faut. Donc un vrai chantier brand stewardship, brand governance qui définit les niveaux de sacralité de la marque et tout cela porté par une plateforme, le Brand Center, c'est ça, où tout le monde y a accès, j'imagine, pas que les équipes qui dépendent de ton périmètre, non. Vraiment tout collaborateur, les RH, les métiers, etc. Et tous les pays. Et encore une fois, la complexité pour nous, c'était vraiment de réfléchir à quelque chose qui va servir tous les métiers, etc. C'est pour ça qu'on l'a construit avec eux et avec les régions, et donc le faire en multilingue, etc. J'imagine. Voilà. Hind, par rapport à ce pilotage du changement, le fait d'avoir mis en place la plateforme, d'avoir mis en place la radio, est-ce que il y a eu des initiatives complémentaires comme ce dont nous parle Nadia pour continuer le empowerment, pour définir qui a le droit de toucher à quels ingrédients de la marque,
Donc, qu'est-ce qui a été fait à votre niveau? Alors, à notre niveau, il y avait tout un mini brand center qui a été mis en place au niveau de la plateforme, déjà dès le démarrage, qui reprenait tous les éléments de la marque, les éléments visuels, la philosophie de la marque, surtout les manifestos de la marque, comment il faut qu'on l'utilise, comment il faut qu'on la manipule, et téléchargeable par tous, parce que la marque, on commence déjà par un simple PowerPoint. Il faut qu'il soit qu'une équipe commerciale peut télécharger pour aller présenter à un client. On ne va pas, comme dit Nadia, suivre tout le monde pour leur dire non, attention. Et puis nous, on a voilà, c'est lancé un logo, c'est le logo de Paris, non, c'est le logo des États-Unis, attention, il faut que ce soit. Donc voilà. Donc déjà mettre à disposition ces éléments. Mais je pense que le plus grand débat aujourd'hui des communicants, j'aime bien dire les chevaliers de la marque, c'est de la préserver, voilà, exactement, c'est de la préserver sans brider. Parce qu'il ne faut pas dire que non, ça c'est intouchable. Attention, au contraire, si on a envie d'installer du love brand, il va falloir montrer un minimum d'accessibilité. Et puis nous, c'est pas évident, parce que quand on est aussi filiale d'un groupe qui a quand même une certaine structure, on est quand même filiale d'une Société Générale, donc il y a la marque, il y a les guidelines qui sont là, qui sont strictes. Après, on utilise l'arabe, est-ce qu'on va utiliser Darija? Est-ce qu'on va utiliser le français? Est-ce que c'est la bonne traduction? Est-ce que c'est pas la bonne traduction? Même, vous savez, des fois, même les tonalités, les couleurs, les postures sur une affiche, la posture qu'une personne peut dégager, dans un pays d'Europe, elle pourra peut-être apprécier, mais en Afrique, ça va être différent. Donc il y a beaucoup de singularités. Qui vont favoriser par exemple le togetherness, on va être friendly, alors que d'autres ils vont dire non, pourquoi ils mettent la main sur un collègue, c'est pas. Donc l'idée c'est de travailler avec les équipes communication, de reprendre le grand brand center du groupe, aller chercher tous les éléments qui sont adaptés, faire de l'adaptation, faire du typing, comme on dit, même si j'aime pas beaucoup cette expression, mais bon, typer un peu notre marque suivant notre contexte, parler le même langage, donner des expressions pour faire en sorte qu'il y ait de l'immersion. Qu'on soit dans une marque immersive plutôt qu'une marque froide et un peu loin. Et c'était aussi un challenge, parce que même la signature qu'on a, le challenge de la signature, c'est une marque immersive. Entoum, Mustaqbal, ça veut dire je suis avec vous, je suis dedans, on se projette. C'était un grand challenge, aussi bien en interne qu'en externe, parce que ce changement, il a été accompagné par un film qui était extrêmement moderne. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film de lancement de la nouvelle signature de marque Société Générale, qui était extrêmement très différent de... C'était une rupture par rapport à votre manière de prendre la parole. Manière de prendre la parole habituelle. Il fallait assurer cette continuité, ne pas aller trop effrayé par beaucoup de modernité. Déjà, tout l'effort était de comprendre le film. Parce qu'il y avait beaucoup de séquences très modernes, il y avait de la réalité augmentée, il y avait et tout ça, c'était des situations claires. Il y avait de l'entrepreneuriat, il y avait de l'IA, il y avait beaucoup de choses, des situations de la vie de tous les jours, mais qui étaient exprimées d'une façon assez différente. Et donc, même ça, au début, ça a créé un peu de crainte, de peur. Et c'est quoi? Est-ce que c'est notre banque qui se transforme? Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, encore une fois, la proximité, le bon sens, etc. Et même créer, comme dire, rendre les éléments de la marque accessibles. Télécharger le film, regardez-le. On l'a commenté, on a même notre PDG qui a fait une vidéo pour commenter le film, pour l'expliquer en différentes langues, etc. Et donc, c'est un peu ça notre plateforme de marque telle qu'on la commande un peu tous les jours. Mettre les bons visuels, les bonnes accroches, tout ce qu'il faut mettre. Et surtout, utiliser différents canaux communautaires en dehors de l'interne. En l'occurrence, comme disait aussi Nadia, créer un groupe d'ambassadeurs pour véhiculer ces valeurs de marque, les expliquer. Et des fois même, on s'est retrouvé dans des situations où des clients se posaient des questions sur la marque, et c'est les collaborateurs qui prenaient la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer. Et là, on était super contents, parce que là, on se dit vraiment, il y a de l'adoption, ils ont compris, c'est check, c'est bon. Super. 47% de nos collaborateurs, ils sont sur LinkedIn et ils sont affiliés à la page Société Générale et ils la suivent. Pour Intelsat, vous avez une idée sur le nombre de collaborateurs? Non, je ne l'ai pas comme ça de tête, mais tu sais, je voulais juste rebondir sur un point parce qu'on a beaucoup parlé de collaborateurs, mais on n'a pas parlé je me permets, des clients. Quand on a fait ce switch, comment est-ce qu'on l'a adressé vis-à-vis du client? Oui, et quand Hind disait, voilà, comment est-ce qu'ils ont commencé à répondre, etc., sur les réseaux sociaux, moi je sais que
une des plus grandes fiertés qu'on a eues, c'est quand des clients à nous ont commencé à utiliser nos hashtags et nos valeurs. Et donc ça veut dire qu'on a réussi à expliquer en fait notre projet, qu'on était finalement dans le vrai, puisqu'ils se sont sentis concernés et la possibilité et l'envie d'utiliser le hashtag d'Intelsia et de parler des valeurs d'Intelsia. Et c'est vrai que ça a été aussi expliquer ce projet-là et le partager avec les clients est important. C'est-à-dire parce que là, finalement, là, il y a une relation. On est dans du B2B. On a les clients. On sait qui ils sont nommément. Et donc finalement, c'est at the end of the day, ce ne sont que des relations. Et on ne peut pas. Relations humaines. On est dans les H2H fondamentalement, human to human, à tout moment. Et on ne peut pas les exclure de cette aventure-là. Et donc, c'est pour ça qu'on les a mis en amont dans l'échange, mais aussi au moment du reveal, expliquer le projet et les embarquer dedans. Alors, Nadia, je me permets de te demander ça. C'est un débat très riche. Je vous remercie toutes les deux, mesdames, pour votre générosité, pour le partage. Mais je vais quand même te demander un mot de la fin. C'est quoi les grands challenges que tu as aujourd'hui par rapport à cette problématique, ou en tout cas cette ambition de continuer à construire cette marque globale avec ses différentes dimensions? C'est quoi le principal challenge que tu adresses? Le principal challenge, c'est que avec le développement qu'on connaît, et c'est une chance et une grande fierté, c'est vraiment comment préserver l'ADN, l'âme et la culture, l'âme de la marque. Parce que moi j'aime bien le concept de brand culture. Exactement, parce que ce ne sont pas les signes extérieurs qui sont... Ils sont importants, parce que c'est un élément de reconnaissance, etc. Mais c'est vraiment l'ADN qui est importante. Moi, ce que je dis souvent aux équipes, je leur dis, moi, en fait, le rêve, c'est qu'en discutant avec quelqu'un, on se dit, ah mais ouais, toi tu bosses pour Intelsia. Parce que tu le vois dans son attitude, dans la manière avec laquelle il va interagir, la manière avec laquelle il va être bienveillant avec ses collègues, la manière avec laquelle il va se rendre, avec laquelle il est engagé vis-à-vis de ses clients. Et pour moi, c'est ça en même temps le challenge, mais ce qui fait que je suis passionnée de ce que je fais, quoi, et que je me dis j'ai encore du boulot, quoi. Super. On te le souhaite en tout cas de préserver cette passion, de continuer à nourrir cette belle marque pour laquelle je pense qu'on est plusieurs Marocains à être fiers. Parce qu'elle fait rayonner justement l'expertise, le professionnalisme marocain, avoir un siège d'une multinationale de 40 000 collaborateurs à Casa qui se développe un peu partout dans le monde. Vraiment bravo pour le travail qui est fait, bravo aux équipes. Hind, je me retourne vers toi. La même question, c'est quoi le principal challenge que tu as adressé pour justement préserver ce travail qui a été enclenché sur cette plateforme de nouvelles signatures, mais qui va au-delà justement, comment préserver, pour reprendre le terme de Nadia, l'ADN de la marque? C'est quoi le plus grand challenge que tu affrontes? L'ADN de la marque, ou ce que j'appelle moi la métamarque, c'est exactement ce qu'elle dit, Nadia. C'est des choses qu'on va percevoir sans voir même la marque, sans voir les composants techniques de la marque et tout. On voit une posture, une attitude, et on se dit, c'est cette personne-là, elle est de cette marque-là, et voici ce qu'elle représente. Ce qu'il faut, le principal challenge, il y en a pas mal. Le premier, c'est de pouvoir persévérer, parce que c'est une histoire de persévérance et de continuité. Le deuxième, c'est de s'adapter, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, ils ont autant de challenges en interne qu'en externe. Autant ils ont des multi-cibles, des nouvelles générations de clients avec des nouvelles demandes, c'est pareil pour les collaborateurs. La perception des personnes qui ont un certain âge diffère. On a une moyenne d'âge aujourd'hui, à la banque, la moyenne d'âge, elle est entre 30 et 39 ans. Il y a une dizaine d'années de cela, on ne rêvait même pas d'avoir cette moyenne d'âge. C'est d'ailleurs moyenne d'âge sur les cadres et les cadres dirigeants et les managers intermédiaires. C'est de comment pouvoir... Parce que la marque, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose de transgénérationnel. Comment chacun à son niveau puisse la préparer pour que le flambeau puisse passer correctement pour
cette dynamique transgénérationnelle. Donc, c'est un travail en permanence. C'est un challenge. Voilà, c'est un challenge. Je dirais que c'est un challenge au quotidien. Et heureusement qu'on aime ce qu'on fait, qu'on est des passionnés. Et je pense que c'est que du bonheur. Hein. Super. Mesdames, encore une fois, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci pour vos partages. J'ai appris beaucoup de choses. J'imagine que les gens qui nous suivent aussi ont appris beaucoup de choses, donc on a hâte. Je vous retiens avec moi. On va passer à la troisième rubrique de cette émission, le case study du GAM. UX, CX, EX, MX et enfin TX. Des abréviations dont on entend parler. Alors, à quoi ça correspond? On va se concentrer sur le TX Total Experience. Le GAM, avec l'OSIM et Gear9, ont lancé un livre blanc sur le sujet, vidéo. Ce soir, on est là pour présenter un livre blanc exceptionnel sur la Total Experience. Donc l'idée est venue suite au rapprochement entre le GAM et l'OSIM. Donc à un certain moment, nous avons commencé à réfléchir. Donc quels sont les projets qu'on peut lancer ensemble? On s'était dit qu'on va aller sur un projet qui soit à mi-chemin entre les communautés des SI et les communautés des communicants, des marketeurs. Ce concept-là, en fait, il consiste à pouvoir donner une façon différente de voir toutes les expériences que l'entreprise peut mener, d'accord, et qu'elle puisse être un déclencheur de changement de business model. Et donc aujourd'hui, c'est à travers ce concept-là que les entreprises peuvent challenger leur façon de faire, leur business, et aussi de pérenniser, on va dire, une croissance durable dans le temps. C'est vraiment l'approche au niveau de la relation client et de comprendre que l'expérience qu'on offre ne peut pas être qu'une expérience, on ne peut pas être uniquement mesurée avec le succès qu'on a avec les différentes composantes que les clients vivent au niveau fonctionnel. C'est pas simplement d'offrir un bon service, de l'offrir à l'heure, au bon moment, mais c'est aussi d'offrir un bon service sur toutes nos plateformes, que l'expérience d'usager soit vraiment bonne et facile. J'espère que ce livre blanc qui a quand même été travaillé et retravaillé pendant un bon bout de temps puisse donner goût, on va dire, aux entreprises, que ce soit des entreprises membres du GAM ou de l'OSIM, et de pouvoir aussi, de façon globale, au niveau du Maroc et même à l'échelle internationale, parce que c'est un livre blanc qui est quand même accessible à tout le monde, de pouvoir aussi donner ce que nous aimons faire, c'est de donner un maximum d'informations pour que les gens puissent adopter des nouvelles tendances. Et donc ça, c'est aussi un des objectifs de nos deux associations, on va dire. Ce livre blanc devra être partagé à grande échelle auprès des entreprises nationales. Et puis, nous allons œuvrer avec nos partenaires à aller vers c'est-à-dire d'autres étapes de sensibilisation et aussi pour aider les entreprises à s'approprier le concept et à mettre en œuvre les stratégies associées à la Total Experience. Alors, mesdames, rapidement, un petit commentaire sur ce livre blanc, sur la Total Experience. Alors déjà, ça met fin à un mythe que les IT et les communicants ne peuvent pas bosser ensemble parce qu'ils ne se comprennent pas. Exactement. Donc, ça, c'est un exemple de... Bravo aux deux associations qui ont pris cette initiative avec leurs partenaires, mais c'est vrai que c'est déjà un premier acquis d'avoir deux associations sérieuses de la place non, qui et font puis un travail commun. dans deux mondes où on a l'impression qu'ils ne peuvent pas... Voilà. Mais bon, plus sérieusement, c'est effectivement une très belle initiative parce que aujourd'hui, avec le digital, avec les différents points de contact qu'on peut avoir avec nos clients, etc., avoir une expérience unique et globale, et c'est quelque chose de fondamental. Et je pense que le fait d'avoir travaillé sur cette initiative, ça va aider beaucoup d'entreprises à mieux appréhender ce sujet. Donc j'ai hâte de voir le livre blanc, et bravo aux deux associations. Merci Nadia. Hint? Pareil, bravo à l'OSIM et au GAM pour cette belle initiative. Je pense que c'est quand même assez singulier, unique, et on a hâte de voir, de lire le livre blanc. Je pense que ça va beaucoup nous apporter. De toutes les façons, aujourd'hui, dans la tendance et avec la digitalisation, le client il est face à différents touchpoints. S'il n'est pas sur quelque chose, une expérience globale, uniforme et cohérente, encore une fois, on revient sur la partie crédibilité, notoriété. Et c'est lié aussi à la marque, qu'on le veuille ou pas, parce que là, il faut qu'on raconte la même histoire partout. Il faut qu'on soit cohérent, il faut qu'on lance la même promesse. Et je pense que c'est vraiment au cœur du sujet.
Super. Ben, merci, mesdames. Merci et bravo au GAM, à l'OSIM et à leurs partenaires, Gear9 et Ipsos notamment, pour cette initiative. Alors, mesdames, je vais vous remercier et je vais demander à nos auditeurs de rester avec moi pour les news du GAM où je reçois un invité spécial. J'ai donc le plaisir de recevoir Youssef Chekhi, président du groupement des annonceurs du Maroc, qui est l'initiateur du MAC du GAM. Youssef, marhaba bik ma'ana. Merci Reda. Est-ce que tu peux nous rappeler la vocation et les missions du groupement des annonceurs du Maroc? Bien sûr. Aujourd'hui, le GAM est l'unique représentant des annonceurs au Maroc. C'est aussi la plateforme qui fédère l'ensemble des acteurs de l'écosystème. En effet, le GAM a une mission triple. Donc d'abord, la mission principale est de représenter les annonceurs et de défendre leurs intérêts d'un point de vue réglementaire, fiscal et aussi commercial, que ce soit auprès des acteurs institutionnels, des autres acteurs de l'écosystème ou de la société civile. La deuxième mission du GAM, c'est de l'information et de la formation. Et donc aujourd'hui, le GAM est un pourvoyeur d'informations qui intéresse le secteur, que ce soit au Maroc, que ce soit de l'information donc on arrive à collecter de par nos connexions à l'international, notamment dans la WFA, et pour tenir le marché local informé par... La World Federation of Advertisers, qui est un peu l'association mondiale des annonceurs. C'est bien ça, Youssef? Absolument, absolument. Et le GAM est membre de cette association depuis 1989. Et puis voilà, donc cette position donc, nous permet d'aller capter de bonnes pratiques, d'aller capter de l'information et updater certaines informations pour le marché local. Nous menons régulièrement des études. Donc, et cette année, c'était une année très riche en études. Donc, on a mené quand même 6 études et donc au service de nos annonceurs d'abord, mais des autres acteurs du domaine du marketing et de la communication. Le MAC du GAM. Donc l'émission rentre dans ce cadre, dans cette mission d'information et de formation. Et puis, nous avons lancé la GAM Academy. La GAM Academy qui est une offre de formation donc, qui s'adresse aux annonceurs et qu'on a ouvert aussi par moment aux autres acteurs de l'écosystème. Et à raison d'un séminaire minimum par mois, donc on arrive à pérenniser cette initiative. Troisième mission, c'est une mission... c'est-à-dire, c'est notre rôle de fédérer l'écosystème, mais aussi de travailler avec l'ensemble des acteurs pour justement la structuration de la profession et la structuration du secteur. Et là, nous travaillons avec nos partenaires, que ce soit institutionnels ou de la société civile, justement pour tirer vers le haut l'écosystème. Et puis la mission de fédération, c'est tout ce que nous organisons. Et puis tous les événements, les afterwork, le GAM Executive Club qu'on a créé récemment, et justement l'ADS qui arrive donc dans moins de 10 jours, et la plateforme par excellence de fédération de cet écosystème. Effectivement, tu parles justement du travail avec l'écosystème. On avait eu l'occasion d'annoncer lors de cette émission le travail avec l'UACC, l'Union des agences conseillères aux communications, sur la charte. Nous avons vu là, juste avant, sur le case study, le travail sur le livre blanc de l'expérience Total Experience avec l'OSIM. Et effectivement, si tu es là aujourd'hui, Youssef, c'est aussi pour nous parler de l'African Digital Summit. Une conférence de presse a été tenue il y a quelques jours. Vidéo. Le fait que le GAM et l'ADS nous aient gentiment proposé de présider le jury qui décerne les Digital Awards, donc en demandant cela à un opérateur dit traditionnel, nous nous considérons comme des créateurs de contenu et nous avons l'obligation de les faire parvenir à notre public, que ce soit à la télévision, à la radio, sur son portable, sur son mobile ou sur son ordinateur. On a rarement l'occasion d'être avec autant de collègues, justement, comme ça, avec qui on peut faire ces échanges-là en un court laps de temps et avec, justement, des tribunes d'échange qui le permettent bien et qui l'incitent. Donc, c'est formidable, oui.
C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de l'African Digital Summit parce que ça a démarré très petit, ça a démarré timidement, ça a démarré avec beaucoup d'ambition parce qu'on voyait ce qui arrive aujourd'hui, ce qui va arriver encore. On a anticipé sur ça et on voyait que le Maroc a une place à prendre au niveau du digital africain, au niveau du marketing en Afrique, au niveau de la communication en Afrique. Un événement qui est dans le mapping mondial des événements du digital. La population cible est assez hétérogène. La personne qui va assister doit profiter d'une très bonne expérience de bout en bout. Donc rendez-vous les 2 et 3 mars pour un programme assez riche et pour aussi 2 jours de networking et 2 jours de retrouvailles. Youssef, donc un programme très riche en perspectives. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette 5e édition de l'African Digital Summit ? Oui, justement, Reda, l'African Digital Summit aujourd'hui se positionne comme l'événement de référence en Afrique dans le domaine du digital. Cette édition exceptionnelle donc, se veut hybride, donc contexte actuel oblige. Et également, nous attendons à environ 2000 participants qui vont nous venir d'un peu partout dans le monde. On s'attend à 2000 participants pour cette édition. Absolument. C'est la 5e, c'est bien ça, Youssef ? C'est la 5e édition. Donc, des intervenants de très haute qualité. On a l'essentiel des plateformes digitales internationales qui nous accompagnent. On va traiter des thématiques assez variées, mais qui sont plein dans l'actualité et les tendances actuelles du digital. Tu peux justement nous dire un peu les sujets ou les grandes thématiques qui vont être abordées pendant ces 2 jours ? Donc, les thématiques, ils vont aller de l'intelligence artificielle à la data et sa place dans le marketing. Comment aujourd'hui le métier du marketing évolue, quelles sont les dernières tendances, quelle est aujourd'hui la réalité du digital en Afrique, mais aussi dans le monde, le e-commerce, la marque Maroc, parce que l'événement se veut aussi une plateforme de promotion de la marque Maroc, mais aussi, c'est-à-dire de participation au rayonnement du Maroc à l'international. Le contenu scientifique sera structuré à travers une matinée qui sera dédiée au marketing et ses tendances à venir. La première après-midi ou l'après-midi du premier jour sera dédiée à l'Afrique et le digital en Afrique. On démarrera par une keynote de Google sur les tendances du digital en Afrique. Donc, on verra également la 2e journée, donc la première matinée qui sera dédiée principalement à des sujets qui concernent le Maroc, notamment la marque Maroc, avec des intervenants de très haute qualité qui portent la marque Maroc. Et puis l'après-midi sera marqué par la présentation de l'étude de référence dans le digital au Maroc, tant attendue, la Digital Trends Morocco, donc, qui sera présentée par nos amis d'Ipsos qui nous accompagnent sur ce sujet et qui sera justement décryptée et commentée par un parterre d'intervenants de très haute qualité dans le domaine du digital et du marketing. Excellent, quel beau programme, bravo pour la conception de ce programme. Merci Reda. Justement, ce programme est le fruit de la contribution. Donc, ce n'est pas uniquement nous au GAM en interne, le bureau et l'équipe du GAM, mais c'est surtout la contribution de la commission digitale du GAM qui a travaillé au-delà du contenu scientifique sur la conception, sur le concept de l'ADS lui-même, et puis vient le travail du comité scientifique. Donc, Mounir en parlait pendant la conférence. Donc on a eu la chance et le plaisir d'avoir Mounir en tant que président de ce comité. Et je rappelle que Mounir, c'est l'ex-président du GAM. Il est aussi le fondateur de l'African Digital Pour la petite histoire qui a démarré en MDS, Moroccan Digital Summit, pour sa première édition en 2015 et rapidement dès 2016 est passé à African Digital Summit avec tout l'aura qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc effectivement, on les remercie. Donc un travail de fond Un grand merci à tous les membres de ce comité parce qu'ils ont fait un travail remarquable, que ce soit dans le choix des thématiques, mais aussi des intervenants. C'est un travail qui n'était pas du tout évident. Il fallait faire des arbitrages et surtout qu'on avait sincèrement l'embarras du choix, que ce soit par rapport aux thématiques. Surtout après 3 ans d'absence, j'imagine qu'il y avait beaucoup de sujets qui voulaient s'inviter. Et beaucoup d'attentes aussi. Beaucoup d'attentes, effectivement. Et donc, merci à tous les contributeurs. Très
Très bien. Alors, on a également entendu Salim Cheikh, directeur général de Deuxième, parler des Moroccan Digital Awards, qui sont également de retour en marge de l'ADS. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot, Youssef? Oui, justement, Salim Cheikh nous fait honneur cette année de présider le jury des Moroccan Digital Awards. Donc un jury qui est constitué de brillantes personnalités du domaine. Si j'ai bien compris, on n'annonce pas les membres du jury. Absolument. Pour leur éviter d'être appelés, pour qu'on leur pose la question, est-ce qu'on a été retenu ou pas. Mais en tout cas, moi, j'étais un peu dans les coulisses, hein, donc j'ai eu la chance de voir un peu qui va être amené à donner son avis, et je pense qu'on sera ravis de les annoncer le deuxième soir avec les Moroccan Digital Awards. Et justement, merci à toi aussi, Reda, de nous accompagner, Officium est le partenaire des Awards. Donc, il nous accompagne depuis la première édition, depuis la deuxième édition sur ce sujet. Donc, voilà, donc merci pour tout ce que vous faites. Effectivement, donc cette catégorie, c'est ça, si on a bien retenu cette catégorie, et tu voulais peut-être passer un appel à un rappel plutôt. Justement, j'aimerais bien rappeler que ce n'est pas une compétition. Donc c'est un moment privilégié pour nous de fêter, de célébrer l'excellence dans le domaine de la publicité et dans le domaine du marketing et du digital. Cette catégorie, trois lauréats par catégorie, un gold, un silver et un bronze awards. Donc, je pense que la plateforme, ça a été annoncé déjà en ligne. Donc, les soumissions sont les bienvenues et on espère avoir de belles participations pour faire honneur à la créativité, à l'efficacité aussi, à l'engagement des marques sur le digital. Dernier point, Youssef, si tu le permets, par rapport à l'African Digital Summit. Je pense, et j'ai cru comprendre, tu as cité un certain nombre de partenaires, il y en a d'autres. Justement. Est-ce qu'il y a un message que tu veux leur faire passer? Oui, justement, j'aimerais bien remercier l'ensemble des partenaires de l'ADS. On n'aura pas le temps de les citer, mais ils sont sur le site. On les verra sur le site de l'événement, et on les verra aussi sur les différentes plateformes sociales. Un grand merci, parce que sans leurs apports, tout ça n'aurait jamais été possible. Je remercie aussi nos sponsors, donc qui nous accompagnent depuis plusieurs éditions et qui ont toujours répondu présents, les nouveaux sponsors qui nous ont rejoints pour cette édition. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une édition exceptionnelle. Et donc, je vous invite, on a déjà un très grand nombre d'inscrits, et je vous invite à continuer à vous inscrire, et on vous donne rendez-vous les 2 et 3 pour une édition exceptionnelle. Donc, les 2 et 3 mars, Inch'Allah. Youssef, je ne peux pas m'empêcher de ne pas poser la question. Est-ce qu'on peut toujours être partenaire du GAM? Est-ce qu'on peut toujours sponsoriser l'African Digital Summit? Oui, justement. Donc, on est toujours ouvert c'est-à-dire à de nouveaux partenaires, à de nouveaux sponsors, et surtout à des inscrits et des candidatures aux MDA. Très bien. Donc, l'appel est lancé. Candidatez pour les Moroccan Digital Awards, inscrivez-vous, ce sera le 2 et le 3 mars, et bien évidemment les partenaires, Monsieur le Président vient de nous le rappeler, sont les bienvenus. Merci Youssef de t'être prêté au jeu, merci d'avoir répondu présent à notre invitation, et je te souhaite un beau succès pour cette prochaine édition de l'African Digital Summit. Merci à toi Reda, merci au MAC du GAM de m'accueillir. Ainsi s'achève notre émission Le MAC du GAM. Je remercie tous les intervenants et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.